Donc, je vous ai concocté cette petite présentation. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, bon, moi j'ai fait Bordeaux, Troyes, ce qui s'appelle maintenant l'ANCJ, puis Paris, Jussieu. J'ai eu mon premier agrément en 99 en région Poitou-Charentes. Et donc, j'ai pris la suite de Philippe Maget, qui pendant plusieurs années a été le secrétaire de la CNHA, Coordination nationale des hydrogéologues agréés. Et j'ai fait la grève, comme certains d'entre vous, l'année dernière, suite à des revendications auprès de la Direction générale de la santé, DGS, et puis je travaille toujours dans un bureau d'études qui s'appelle CPGS. Je vais vous proposer trois grandes parties. La première, je vais essayer de vous faire un petit portrait des hydrogéologues agréés, notamment à partir des résultats d'une enquête que la CNHA a réalisée l'an dernier, donc principalement avec l'aide d'ailleurs de Hélène Nadeau et de Alice Prugeot, puisque c'est elle qui avait géré les questionnaires et puis les résultats de ce questionnaire-là. Et je trouvais intéressant un petit peu de faire une sociologie des hydrogéologues agréés pour vous présenter un petit peu qui nous sommes. Alors, une petite frise chronologique pour rappeler d'où viennent les hydrogéologues agréés, hein. Donc, j'ai mis trois frises, hein. En haut, c'est les grandes dates de l'hydrogéologie depuis 1802 avec la marque qui invente le mot hydrogéologie, les lois de Dupuy de Darcy, le régime transitoire avec la loi de Test, etc. Au-dessous, je vous ai mis la production d'eau potable en France, en rappelant quelques grandes dates, hein, puisque 1832, épidémie de choléra à Paris, 19 000 morts. Il y en a eu une à Londres quelques années auparavant qui a eu elle aussi plusieurs milliers de morts. Et puis petit à petit, bon, bah, c'est la découverte du bacille du choléra, c'est les travaux de Pasteur, etc. Et à la fin du 19e siècle, c'est tous les procédés de stérilisation. Donc Calmette qui invente l'eau de Javel, la Compagnie Générale des Eaux qui commence à stériliser par le processus de l'ozonation. C'est en 1902 qu'apparaît la notion de géologue officiel. Après, en 1900, l'obligation de faire une étude hydrogéologique pour tout captage d'eau potable. Donc en fait, ça vient vraiment, ça demande des services de l'État d'avoir un conseil sanitaire sur l'origine des eaux souterraines. Elle est davantage liée à ces problèmes de pollution bactériologique qu'au développement de l'hydrogéologie. 1924, je vous le mets, c'est juste un petit rappel. En fait, il y a une petite circulaire qui dit bien aux géologues officiels qu'ils ne font que donner des avis et que c'est le préfet qui tranche au final. En 1964, la grande loi sur l'eau instaure les trois périmètres de protection que vous connaissez, immédiat, rapproché, éloigné. Et en 89, il y a, alors je ne sais plus, je crois que c'est pas un arrêté, c'est un décret qui instaure. Alors, le géologue officiel devient l'hydrogéologue agréé et ce décret instaure la déclaration d'utilité publique pour les périmètres de protection. Et en 2006, suite à un premier mouvement organisé par la Coordination nationale des hydroagréés, les hydrogéologues agréés sont intégrés en termes de statut aux collaborateurs occasionnels des services publics auxquels ont été intégrés d'autres métiers, commissaires enquêteurs, les traducteurs pour les tribunaux, etc., etc. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués à l'exercice un petit peu de cet agrément, on devient hydrogéologue agréé en déposant un dossier de candidature où on présente son CV, son diplôme, son expérience dans le département où on demande l'agrément. Ce dossier de candidature est examiné par les ARS. Alors, dans certaines, il y a eu, fut un temps, une commission qui intégrait certains hydrogéologues qui représentaient justement la CNHA, mais la plupart du temps, il n'y a pas de commission intégrant des hydrogéologues. Après cet examen-là, il y a une publication d'une liste d'hydrogéologues agréés par département sous la forme d'un arrêté préfectoral. Alors, les seules restrictions à l'exercice de cet agrément, ce sont les hydrogéologues des services publics qui ne peuvent pas officier dans leur département et les hydrogéologues qui travaillent dans les compagnies fermières qui n'ont pas le droit d'être hydrogéologues agréés. Bon, les missions sont relativement bien cadrées par un certain nombre de textes. Les agréments portent essentiellement sur les périmètres de protection de captage,
Les inhumations privées, puisque ça, c'est un vieux texte aussi des années 20 ou 30 qui ordonne que pour toute inhumation privée, notamment en terre protestante, où les gens n'avaient pas le droit d'être enterrés dans le cimetière catholique, eh bien, il fallait l'avis d'un hydrogéologue agréé. Un texte plus récent qui impose l'avis d'un hydrogéologue agréé pour l'infiltration des eaux de stations d'épuration. Et puis, il peut y avoir aussi une assistance au préfet en cas de crise, hein. Ça a été le cas quand il y a eu la crise de la vache folle, la grippe aviaire, lorsqu'il y a des pollutions accidentelles sur des captages, et parfois à la demande des ARS pour avoir des compléments d'information. Alors, on pourrait rajouter d'autres missions, hein, puisque dans Seine-Normandie, par exemple, les hydrogéologues agréés sont sollicités dans le cadre des aires d'alimentation de captage. Mais les trois textes, hein, c'est périmètre de protection, cimetière, enfin inhumation privée et l'infiltration des eaux de station d'épuration. Alors le mode de désignation, hein, tout est organisé par un coordonnateur en fait, hein, qui reçoit la demande de l'ARS et qui fait une proposition de désignation et normalement ça doit aboutir sur un arrêté de désignation et l'hydrogéologue agréé ne peut pas donner un avis sur une étude à laquelle il a participé en amont. Bon, la représentation des hydrogéologues agréés se fait à deux échelons, hein. Au niveau départemental et régional, c'est essentiellement le rôle du coordonnateur qui, tous les ans, doit faire un bilan annuel. Donc ça, c'est cadré par les textes. Et puis, au niveau national, ça a été longtemps le BRGM qui représentait les hydrogéologues agréés jusqu'en 2003. Et puis, à partir de la confédération, enfin la coordination, pardon, nationale des hydrogéologues agréés, qui regroupe trois associations, hein, c'est la Société géologique de France, les géologues indépendants de France et le Comité français d'hydrogéologie. C'est la CNHA donc, qui représente les hydrogéologues agréés auprès du ministère de la Santé. Actuellement, le secrétariat est exercé par le GIF. Alors voilà les résultats un petit peu de l'enquête qui a été faite l'an dernier pour avoir une sorte de photographie instantanée de la typologie des hydroagréés, hein, j'ai appelé ça pompeusement sociologie des hydroagréés. Alors sur le graphique en haut à gauche, vous voyez que ce sont essentiellement maintenant des bureaux d'études, en tout cas des hydrogéologues qui exercent en bureau d'études, qui sont des hydrogéologues agréés. Donc ça, c'est un nombre de réponses, hein, c'est pas un pourcentage, sachant que le nombre de réponses était un peu plus de 50%, on devait être à 60% de réponses, donc c'est quand même relativement représentatif. On a encore un petit peu d'universitaires, hein, il y en avait 8, et puis des foreurs. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder l'année de naissance. On avait posé la question en montrant un petit peu, en essayant d'évaluer un petit peu on va dire l'expérience, mais aussi l'ancienneté des hydrogéologues agréés. Donc, vous voyez que ça nous fournit une pyramide des âges qui est relativement centrée autour des années 70-80. Donc, ça veut dire que c'est des hydrogéologues agréés, sont principalement des gens qui travaillent en bureau d'études et qui ont plus de 40 ans en moyenne. Et ce sont des gens qui sont encore actifs, puisque dans le graphique en bas à gauche, vous voyez que la plupart sont encore actifs. Il y a très peu de retraités au final qui exercent encore cet agrément-là, et majoritairement des hommes, puisque dans les réponses, on avait 271 réponses masculines pour 46 réponses féminines. Donc, voilà un petit peu la typologie des hydrogéologues agréés, hein. Des hommes travaillant en bureau d'études, sont toujours actifs et qui ont autour de 40-50 ans. Alors, j'ai replacé un petit peu ces camemberts-là pour voir un petit peu quelles étaient l'évolution justement des structures d'origine des hydrogéologues agréés, puisque avant 1959, ce sont essentiellement des universitaires, et la plupart du temps d'ailleurs, non pas des hydrogéologues, mais des géologues. On est encore sur la notion de géologue officiel. Dans les années 70, dans un rapport de Jean-Claude Roux, je trouve le deuxième camembert où on voit que le BRGM, en fait, commence à avoir quelques hydrogéologues qui sont agréés. Et puis en 93, bah, c'est le BRGM qui a principalement le plus grand nombre d'hydrogéologues agréés en son sein.
Les universitaires représentent moins du tiers à cette époque-là. Et avec la scission BRGM-Ortea, eh bien, on se retrouve effectivement dans une situation en 2022-2023 où, au final, ce sont essentiellement des hydrogéologues de bureaux d'études hein, qui sont agréés. Ces hydrogéologues agréés, on peut dire qu'on est une exception culturelle française, hein, parce que j'ai recherché un petit peu ailleurs en Europe ce qui se faisait et je n'ai pas trouvé d'équivalent. Il n'y a pas de titre européen d'ailleurs d'hydrogéologue, hein, comme il peut en exister un pour le géologue avec le titre européen Earthgéologue. Alors, lors de l'enquête aussi, on a demandé quelles pouvaient être les motivations à devenir hydrogéologue agréé. Donc, la plupart du temps, ce qui revient, c'est se sentir utile à la société, une reconnaissance par ses pairs. Il y a aussi, notamment de la part de collègues universitaires, la pratique d'une hydrogéologie un peu plus opérationnelle. Et puis, en dernier lieu, c'est une activité complémentaire, donc un revenu complémentaire, comme dernière explication à la motivation pour être hydro-agré. Alors souvent, effectivement, le reproche qui a été fait aux, aux achats, c'est que on faisait ça pour l'argent. Donc à l'époque, on a essayé de regarder quelles étaient les rémunérations des différents hydrogéologues agréés en fonction du nombre de vacations déclarées. Donc vous voyez que pour la grande majorité hein, des hydrogéologues agréés, donc c'est les histogrammes du bas les deux graphiques en bas, ça représente un revenu de moins de 1 000 euros par an. Pardon. Les vacations sont payées par le pétitionnaire et non par les ARS. Donc, quand une collectivité ou une entreprise a besoin de l'avis d'un hydrogéologue agréé, c'est elle qui règle les vacations. Alors, oui, j'ai intitulé la deuxième partie Pas facile tous les jours. L'idée, c'est de vous faire un petit peu, de partager un petit peu les échanges qu'on a eus avec la DGS pendant ces 18 derniers mois, en commençant par le statut de COSP, donc de collaborateur occasionnel des services publics. Donc, en 2006, en fait, quand les hydrogéologues agréés ont obtenu ce statut-là, c'était notamment pour faire face à des difficultés qui avaient été soulevées à l'époque entre les hydrogéologues des bureaux d'études, des EPIC, les retraités, etc., et avec des traitements assez différents. La difficulté un petit peu de la définition du COSP par rapport à nos missions, c'est que normalement, le COSP, il agit pour un organisme public. Ça veut dire qu'un hydrogéologue agréé, au vu de ce texte-là, n'est pas considéré comme un COSP normalement quand on intervient pour un pétitionnaire privé. Et ça, on se l'est fait confirmer, notamment par des échanges avec l'URSSAF. La difficulté, effectivement, qu'on a fait valoir auprès de la DGS, c'est qu'effectivement, on a un lien fonctionnel clair par les textes avec les ARS, puisque ce sont les ARS qui désignent les hydrogéologues agréés. Par contre, selon que le pétitionnaire soit un pétitionnaire public ou non public, un privé, s'établit un deuxième lien que j'ai appelé ici le lien de subordination de clientèle, puisque, comme le dit le proverbe, hein, c'est la main qui donne qui commande. Et donc, à partir du moment où le COSP reçoit une feuille de salaire du pétitionnaire public, il y a ce lien de subordination. Et pour le pétitionnaire privé, en général, vous me contredisez, enfin, vous m'interrompez si je dis des bêtises, mais je ne connais aucun confrère ou consoeur qui ait eu une feuille de salaire par un pétitionnaire privé. En général, ce qu'il demande, c'est l'édition d'une facture. Là, c'est plutôt un lien de clientélisme. Sur le mode de rémunération, là, j'ai repris ce qu'avait fait Luc Jaillard en 2009 pour vous montrer un petit peu la difficulté qui avait été évoquée déjà à l'époque sur la notion de vacation et du brut de vacation, puisque selon que vous soyez un indépendant, un salarié ou un fonctionnaire, bah, vous n'avez pas les mêmes charges. On sait que la vacation, maintenant, c'est du brut, puisque ça a été précisé dans les textes. Et donc, voilà, on a un statut qui est assez compliqué, parce que d'une part, selon que vous travaillez pour un organisme public privé,
vous avez ou non une feuille de salaire, et cette feuille de salaire, en fonction de votre régime d'origine, vous aurez effectivement des décomptes assez variables. Par contre, ce qu'on a fait valoir par rapport à cette problématique-là à la DGS, c'est que ils nous ont proposé des solutions qui nous paraissent, enfin, qui paraissaient pas très satisfaisantes au niveau de la CNHA, parce qu'ils nous ont proposé du coup de prendre le statut d'indépendant pour être COSP. Donc ça veut dire qu'il faut avoir l'accord de son employeur, hein, puisque ça veut dire que normalement on a tous dans notre contrat de travail une clause de non-concurrence. Il faut un numéro SIRET, donc faut que vous soyez, vous ayez un numéro. Et puis, ça veut dire qu'une fois que vous avez ouvert cette micro-entreprise, vous pouvez aussi faire d'autres prestations. Ça veut dire que vous avez un chiffre d'affaires qui peut mélanger hein, de la presta et des vacations au titre d'hydrogéologue agréé. Bon, le statut d'entrepreneur ne règle pas non plus le sujet, puisque on a exactement le même problème. Et nous, ce qui nous pose question au niveau de ces deux statuts, là, c'est que du coup, le COSP, il est obligé de s'enregistrer comme une entreprise lambda pour exercer son agrément. Donc, on ne trouvait pas très satisfaisant. Qui plus est, à partir du moment où vous avez ce statut-là, vous avez plus de feuille de salaire, vous établissez une facture. Donc, on est en prestation de service. Alors, on nous a aussi parlé du portage salarial. Et donc, devant un petit peu les difficultés d'exercice de l'agrément, on avait proposé à la CNHA, enfin, la CNHA a proposé à la DGS de réfléchir à une solution gérée par les ARS de consignation en fait des montants des vacations et d'édition de feuilles de salaire. Alors, c'est pas nouveau puisque déjà en 2003, c'était l'une des propositions qu'avait fait la CNHA. Bon, il se trouve que les ARS ont décliné cette solution-là, hein, puisque je pense qu'elles aussi, elles ont beaucoup de travail et elles considéraient que c'était une charge supplémentaire pour leurs équipes. Bon, par contre, ça aurait solutionné un certain nombre de problématiques, hein, puisque les cotisations employeurs auraient été prises en compte via l'édition de ces bulletins de salaire. Côté impôt, c'est directement déclaré sur votre avis d'imposition, et donc ça permettait d'avoir un statut beaucoup plus clair qu'au jour d'aujourd'hui. On voulait que la DGS réfléchisse enfin, nous donne des indications sur la façon dont, au titre de ces agréments-là, on pouvait être protégé. Parce qu'il y a, bon, vous le savez tous, hein, mais le risque de contentieux augmente dans la société actuelle. Là, je vous ai juste mis quelques captures d'écran sur une association qui s'appelle France Captage, qui a attaqué déjà des DUP, notamment dans le Calvados. Donc, ce risque de contentieux-là, il est possible que dans les années à venir, il touche aussi les avis des hydrogéologues agréés. Alors, le problème d'assurance, là aussi, on nous a rétorqué par la solution privée, hein, vous avez qu'à prendre une assurance. Or, il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, au travers de l'enquête qu'on a réalisée en 2023, eh bien, il y a très peu d'hydrogéologues agréés qui sont assurés, et ceux qui sont assurés le sont en général au titre, ce sont souvent des indépendants qui ont une assurance pour l'exercice du métier d'hydrogéologue. Et je ne suis pas certain que, en cas de litige, dans le cadre de l'exercice de l'agrément, l'assurance les couvre complètement. Ensuite, on a deux cas de figure, hein, selon que vous travaillez pour un pétitionnaire public ou non public. Donc, lorsque vous travaillez pour un pétitionnaire public, la DGS nous a répondu que elle nous couvrait en fait par rapport au risque qu'on pouvait avoir dans l'exercice de la mission. Mais effectivement, s'il y avait une faute personnelle, on n'était pas couvert hein, par le ministère. Et puis, pareil, hein, la question qui se pose, c'est quand on travaille pour un privé, est-ce qu'il faut vraiment avoir cette obligation d'assurance complémentaire?
Et ça aussi, c'est pas nouveau, puisque Philippe Magé, en 2004, dans une note, avait dit l'hydrogéologue agréé est responsable de son avis, c'est pas le préfet qui est responsable, et en tant que sachant, ben, il recommandait fortement de prendre une assurance. Donc ça aussi, c'est l'un des gros débats qu'on a avec les DGS, c'est comment ils couvrent leurs collaborateurs occasionnels, que sont les hydrogéologues agréés. Ça, c'est un tableau où j'ai mis un petit peu quelles étaient les évolutions entre 2003 et 2023 de notre statut. Donc 2003, c'est la première grève, 2023, c'est la seconde. Alors c'est vrai que à chaque fois, ce qui est revenu en premier dans les motivations des grèves, c'est la non-revalorisation des vacations. Et finalement, ça cache beaucoup de choses, hein, cette non-revalorisation. En 2003, il y a eu le problème de l'indemnisation des coordonnateurs puisque c'était pas acté. Ça a été ensuite acté par les textes. Le problème de l'assurance, il est toujours d'actualité 20 ans après, puisqu'à l'époque, il y avait eu un refus de la DGS de couvrir en fait ses collaborateurs occasionnels. Maintenant, avec la numérisation et puis la facturation par plateforme numérique qui va arriver dans les années à venir, se pose la question aussi de la modalité de paiement de ces vacations-là, puisque tout va passer par des plateformes. Donc ça veut dire numéro SIRET obligatoire. Bon, et puis il y a un dernier point aussi qu'on a fait valoir, c'est que à partir du moment où on a ce lien de prestation de service ou de salariat avec un donneur d'ordre, on estimait qu'effectivement, l'exercice de la mission pouvait être remis en cause puisque on n'était pas complètement indépendant de notre donneur d'ordre. Et là, pour l'instant, c'est aussi un point de blocage avec la DGS. Alors, dans la troisième partie, ce que je vous propose, c'est quelques réflexions sur l'avenir de cet agrément-là, puisque on a discuté avec la DGS effectivement de plusieurs points. Eux, ils s'inquiétaient effectivement de la pyramide des âges, où ils se disaient il n'y a pas beaucoup de renouvellement au niveau des hydrogéologues agréés. Et ils ont évoqué plusieurs autres solutions sur lesquelles je vais revenir. Le point un petit peu de discussion qu'on a eu avec eux par rapport à notre mission, c'est que si on fait un petit peu le constat de la protection des captages d'eau, les hydrogéologues agréés doivent se prononcer sur deux sujets. C'est la disponibilité de la ressource en eau. Donc ça, c'est les textes un peu plus récents de 2007. Et puis, évidemment, depuis 64, les mesures proposées dans son avis pour assurer la protection des captages d'eau. Alors, le constat qu'on peut faire des outils de périmètre de protection de captage, c'est qu'en nappe libre, bah, finalement, l'essentiel des captages sont touchés par des pollutions diffuses et on demande à l'hydrogéologue agréé en fait de travailler sur des pollutions ponctuelles. Donc ça, c'est une problématique que toutes les collectivités connaissent, hein. Et ça a été rappelé d'ailleurs dans le guide des hydrogéologues agréés, hein, l'avis doit porter normalement sur les pollutions ponctuelles et accidentelles. Et puis en nappe captive, on a aussi un deuxième sujet qui est plus lié à la disponibilité souvent, hein, c'est que les périmètres de protection sont en général petits, puisqu'on a des temps de transfert qui sont faibles. Et à l'inverse, bah, on a des ouvrages qui, là, par contre, peuvent être très sensibles sur des plus grandes échelles à des problématiques de forage mal réalisé ou de drainance qui ne sont pas forcément explicitement visées dans nos avis. Je pense que ça mériterait un petit peu un dépoussiérage. Il y avait eu une mission interministérielle il y a quelques années de ça qui avait réfléchi à essayer d'harmoniser les politiques de périmètre de protection de captage d'eau avec les aires d'alimentation de captage, mais c'est resté lettre morte. Mais toujours est-il qu'effectivement, on a un outil réglementaire qui paraît un petit peu décalé par rapport aux problématiques de terrain qu'on rencontre pour protéger les captages d'eau potable. Bon, le statut des hydrogéologues agréés, il y avait plusieurs solutions qui avaient été évoquées avec les DGS, hein. Le premier, c'est on ne change rien. Donc, ça veut dire qu'on reste collaborateur occasionnel des services publics avec les problématiques rencontrées, à savoir le référencement et la micro-entreprise. On a évoqué le salariat par les ARS.
Ça se fait déjà hein, pour les coordonnateurs. Tous les coordonnateurs ont un bulletin de salaire à la fin de l'année directement émis par les ARS. Donc, elles savent faire. Hein. Alors, on nous a aussi proposé, puisque le problème, c'était les règlements, c'est d'être bénévole. Donc, c'est très à la mode, hein, parce qu'il y a un site qui s'appelle jeveuxaider.gouv.fr. Pourquoi pas, hein, puisque l'essentiel des hydrogéologues agréés font ça pour être utiles à la société, donc pourquoi pas le bénévolat? La discussion a été ouverte. À l'opposé de ça, il y a eu la privatisation des avis via une certification. C'est aussi un sujet qui a été évoqué. Donc là, il y aurait un processus de certification et puis il y aurait des sociétés qui seraient habilitées à donner des avis. Bon, on peut très bien imaginer aussi des hydrogéologues agréés au sein des ARS, mais même si c'est pas trop d'actualité, parce que ça voudrait dire augmenter le salariat des ARS. Bon, quid du BRGM en appui des ARS dans ce cas-là. On nous a aussi demandé de réfléchir à une évolution du statut vers celui d'expert judiciaire, puisqu'en fait l'expert judiciaire est beaucoup plus libre et il a une assurance, une obligation d'assurance. Et puis, dernière solution hein, qui résoudrait la problématique, c'est d'abroger purement et simplement les agréments à partir du moment où l'État et les ARS pensent que les hydrogéologues agréés ne sont plus utiles pour l'exercice des missions des ARS. Bon, tout ça pour dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment eu d'évolution de notre statut par rapport à l'impartialité qu'on demandait, si ce n'est l'indépendance, au moins l'impartialité de nos avis. Parce que tant que le lien de subordination de clientèle est établi, effectivement, rien n'empêche une association d'attaquer l'avis d'un hydrogéologue agréé en disant qu'il est payé par une structure privée pour donner un avis et que donc bah, il n'est pas impartial. En tout cas, pas indépendant. Il peut être impartial, mais pas indépendant. Je me suis aussi posé la question par rapport à la certification de comment on pouvait avancer sur le sujet. Alors, le premier point que je vous présente, c'est ce premier tableau-là, où j'ai regardé quels étaient les diplômes qui étaient délivrés niveau Bac+5, dans lesquels on trouvait mention du mot hydrogéologie. Eh bien, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Vous voyez que là, j'ai mis en jaune Avignon, puisque c'est directement le master, il s'appelle encore Master Hydrogéologie, Sol et Environnement. Sinon, souvent, c'est sous forme de parcours. Alors, s'il y a des enseignants, n'hésitez pas à me reprendre. Mais c'est le parcours STEP, par exemple, où il y a hydrologie et hydrogéologie, par exemple, à Saclay, hydrogéologie, géochimie, ressources en eau à Marseille et Paris-Sorbonne. Et à Nancy, vous avez un master qui s'appelle pas directement hydrogéologie, mais dans lequel la mention souterraine est assez claire. Et puis, j'ai demandé à une collègue américaine comment ça se passait outre-Atlantique, puisque l'association des eaux souterraines nationales, la NJWA, avait envisagé il y a quelques années de ça un programme de certification des hydrogéologues. Et certains États avaient, à la suite de ce programme de certification, demandé, un petit peu comme pour les hydrogéologues agréés, hein, que les hydrogéologues qui travaillent pour ces États-là soient certifiés. Bon, il se trouve que en 2022, j'ai découvert ça l'an dernier, ils ont mis fin au programme de certification parce que bah, ils n'y sont pas arrivés. Alors, les raisons qui m'ont été données, c'est que bah, ils ont pas l'obligation d'être certifiés pour travailler. Ils ont pas mal aussi de titres diplômants dans lesquels le mot hydrogéologie est nommément désigné dans le titre du diplôme. Et donc, finalement, ils ont laissé tomber. Et à ma connaissance, au Québec, il y a une sorte d'ordre des géologues officiels. Il n'y a pas un ordre des hydrogéologues, mais il me semble que, en tout cas dans l'espace francophone, il y a qu'au Québec, on a une sorte d'ordre des géologues qui pourrait servir un petit peu de modèle. Donc, la solution de la certification, c'est pas gagné quand même.
Donc, quel rôle pourrait avoir un certain nombre d'associations par rapport à ce problème-là, hein? Bon, l'ordre des hydrogéologues, point d'interrogation, c'est quand même pas facile parce que vous voyez bien que, contrairement à d'autres métiers où le titre diplômant, enfin votre diplôme mentionne clairement ce que vous faites, on a quand même des diplômes maintenant qui sont assez pluridisciplinaires, dans lequel le mot hydrogéologie n'apparaît pas forcément en premier. Alors, la question d'un syndicat professionnel dédié, une sorte de syndicat qui pourrait défendre la profession peut se poser aussi, hein. Il y en a d'autres qui l'ont. Donc, les géologues indépendants de France, ils ont un syndicat. Les géotechniciens, ils ont un syndicat. Les foreurs, via la SFEG, ils ont aussi un syndicat. Donc là, on pourrait se poser la question d'avoir un syndicat des hydrogéologues. La question que je me posais aussi, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas labelliser certains parcours académiques en disant, bon, bah voilà, effectivement, quand on sort de telle ou telle maison, ben, on sait qu'effectivement, le diplôme peut être reconnu comme un diplôme d'hydrogéologue, point d'interrogation. La formation continue avait aussi été évoquée à un moment donné, dès 2003, notamment pour les hydrogéologues agréés, hein, parce que à l'époque, effectivement, on avait une pyramide des âges qui était à peu près la même, voire peut-être plus âgée encore. Et la DGS s'était posé la question, effectivement, une formation continue des hydrogéologues agréés. Alors normalement, au démarrage des agréments, vous avez un petit topo des ARS qui est destiné un petit peu à vous rappeler les conditions d'exercice, mais c'est uniquement du réglementaire, c'est pas forcément technique. Bon, et puis il y a peut-être d'autres solutions auxquelles j'ai pas pensé. Mais voilà, en tout cas, je pense que ce qui touche un petit peu les hydrogéologues agréés est peut-être aussi révélateur de ce qui peut toucher le métier d'hydrogéologue en général. Là, j'avais mis un petit mot, oui, sur l'expertise, parce que ça, c'est aussi un sujet qui a été débattu, hein. Jean-Claude Roux, par exemple, me disait que sur certains dossier assez compliqué, il avait parfois désigné plusieurs hydrogéologues agréés pour donner un avis. Et je pense que c'est une solution qui est très intéressante parce que en 2014, hein, quand on avait été auditionné sur le projet en fait d'harmonisation des AAC des périmètres de protection, on avait échangé et de Marcilly avait à juste titre dit qu'effectivement, la plupart du temps, l'hydrogéologue agréé, il est seul, il travaille seul. Alors, il avait mis sans contrôle, c'est pas tout à fait vrai, parce que normalement, l'ARS est quand même chargé de regarder un petit peu l'avis. Et sans justification, il y a peut-être encore des avis qui sont comme ça, mais en général, on s'appuie sur une étude préalable qui, elle, doit être justifiée. En tout cas, sur lesquelles le dimensionnement des périmètres doit être justifié. Donc effectivement, la solitude, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut très bien gérer ça avec un coordonnateur en désignant un collège d'hydrogéologues agréés. Toutes les ARS ne sont pas forcément favorables à cette solution-là. Alors le contrôle, rien n'empêche une ARS de demander un avis contradictoire au coordonnateur. Donc c'est quand même une solution qui peut être requise par une ARS qui a un doute sur l'avis d'un hydrogéologue agréé sur un dossier particulier. Et puis même le préfet, il peut solliciter n'importe quel expert de l'administration pour donner un avis contradictoire, hein, qui n'est pas forcément. Enfin, il faut s'attendre aussi à ce que les avis puissent être soumis à des avis contradictoires. Et la justification, pour moi, un bon avis est toujours justifié, même quand c'est difficile, parce qu'on a certaines notions réglementaires parfois. La disponibilité de la ressource, par exemple, c'est pas défini au niveau réglementaire. La nappe d'accompagnement des cours d'eau non plus. Mais en général, dans chaque avis, on justifie les dimensionnements et même parfois les propositions de réglementation ou d'interdiction que l'on donne. Donc voilà, les trois points qu'avait soulevé de Marcilly, en fait, on peut très bien améliorer le travail des hydrogéologues en travaillant de cette façon-là.
je vais finir avec ça sur la notion d'impartialité, parce qu'on voit bien que l'indépendance des hydrogéologues agréés, c'est difficile. Il y a d'autres services de l'inspection de l'IGAS hein, qui réfléchissent à ce que c'est qu'une expertise impartiale, quand elle ne peut pas forcément être indépendante. Et donc les garanties d'impartialité, bah, il se trouve que quand on est hydrogéologue agréé en ce moment, on les a pas forcément, hein, puisque pour eux, c'est le point 3. Les deux premiers points, bon, on peut facilement les justifier, mais sur le point 3, c'est toujours pareil. Il faut qu'on puisse garantir une certaine indépendance vis-à-vis des contraintes extérieures du fait de notre statut. Et là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, à partir du moment où vous êtes rémunéré, vos vacations sont rémunérées par une entreprise privée, bah, ça peut être mis en doute. Cette indépendance peut être mise en doute. Et puis, effectivement, le troisième point, c'est ne pas être juge et partie. Donc, normalement, ça, c'est systématiquement vérifié par le coordonnateur qui dit que l'étude préalable a été faite par tel cabinet et que, par conséquent, les confrères ou les consoeurs qui appartiennent à ce cabinet ne peuvent pas postuler pour cet avis. Bon, encore faut-il, c'est ce que je mets à être vigilant, parce que parfois, quand vous exercez votre agrément, souvent, on vous fait des demandes qui dépassent largement ce que vous devez, enfin, le rôle d'un hydrogéologue agréé. On vous demande un avis, par exemple, sur la conception d'un forage. On vous demande un avis sur le dimensionnement de bassins d'infiltration. L'hydrogéologue agréé, il n'est pas maître d'œuvre, hein, il fait pas de la conception. Donc parfois, faut savoir aussi dire, bah non, ça ne fait pas partie des attributions d'un hydrogéologue agréé. Voilà, donc j'ai terminé les différents points que je voulais évoquer avec vous. Est-ce que tu pourrais rappeler à peu près combien on a d'hydrogéologues en France? Combien on en a, par exemple, si on prend les départements les mieux pourvus ou les moins bien pourvus, est-ce que tu as une idée de grosso modo de combien on peut en avoir? Alors, on doit être plusieurs centaines, je dirais autour de 350-400 hydrogéologues en France et dans les territoires d'outre-mer. Le nombre d'hydrogéologues par département est assez variable, hein, puisqu'il y a des départements où il y a pratiquement une vingtaine d'hydrogéologues agréés. Il y en a d'autres où ils sont que deux ou trois. Bon, à Paris, par exemple, il n'y en a que deux ou trois parce qu'il y a très peu de demandes. Et puis, vous avez différentes façons différents agréments, c'est-à-dire qu'il y a des hydrogéologues, il y a des ARS où vous avez une liste principale et une liste complémentaire. Donc, vous avez des hydrogéologues qui sont agréés, mais qui n'auront jamais d'avis pendant leur mandat de 5 ans, parce que c'est uniquement dans la liste principale que les désignations se font. Il y a effectivement eu quelques géologues qui ont eu des agréments pour avoir travaillé dans certains départements. Je crois même qu'il y a eu un agronome à un moment qui a été agréé dans un département de l'Est. Et je pense que la difficulté pour les ARS, ça vient effectivement de leur difficulté à évaluer les compétences d'un candidat, n'étant pas eux-mêmes hydrogéologues et n'étant pas appuyés par des hydrogéologues lors de l'établissement de la liste. Je suis coordonnateur dans le Rhône, hein. Je voulais poser la question de la prise en compte alors de démarches du genre, non pas j'ai un captage, qu'est-ce que je fais pour le protéger, mais j'ai un captage, enfin ça revient même, mais en fait j'ai un captage, mais j'ai un projet dans les limites du captage, enfin dans les limites de périmètre de protection, hein. Ça peut être l'éloigner ou le rapprocher. D'accord. Alors, j'attire l'attention là-dessus parce qu'il me semble que c'est de plus en plus fréquent. Et par ailleurs, il est évident que la responsabilité, on en a parlé beaucoup, de l'hydrogène est accrue, me semble-t-il, dans ce genre de projet. Merci. J'ai pas forcément de réponse à apporter parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Ce qui est difficile, par contre, quand on a donné un avis pour un périmètre de protection donné, donc pour protéger un captage, c'est de donner un avis pour un projet privés. Je pense par exemple à des éoliennes qui peuvent s'installer dans un périmètre de protection rapproché, etc. Or, souvent, on demande à l'hydrogéologue agréé qui a donné son avis sur la protection des captages de donner aussi son avis sur le projet privé. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne façon de faire. À titre personnel,
Je suis pas certain qu'on puisse. Enfin, c'est pas facile d'être schizophrène en donnant des avis qui peuvent contredire éventuellement son premier avis. Mais oui, effectivement, on a de plus en plus de problématiques qui touchent des périmètres de protection. Donc, c'est essentiellement de rapprocher, notamment parce que des fois, le périmètre de protection rapproché dans sa réglementation ne vise pas des activités qui surviennent des années plus tard. Donc, le cas des éoliennes ou des panneaux solaires, c'est typique. Il y a 20 ans, on ne visait pas forcément les éoliennes dans le champ des interdictions ou des réglementations des périmètres de protection. En tout cas, ce que vous vivez dans le Rhône, on le voit ailleurs aussi, hein. Ce que je voudrais ajouter, c'est que ces dossiers difficiles sont souvent fort intéressants. Ce sur quoi je voulais attirer l'attention, c'est sur le fait qu'en termes d'assurance, encore une fois, et de responsabilité, on a là une augmentation, me semble-t-il, du niveau de responsabilité. Merci. Comme le disait très justement Thierry, typiquement, moi, je fais partie d'une liste complémentaire, puisque, alors, sans doute lié à mon parcours, probablement, qui est un peu atypique. Ma question était la suivante, c'était suite à des échanges avec différents hydro-agréés, comme j'ai mis entre guillemets d'un certain âge, les outils informatiques vont à une vitesse folle. Moi, c'est compliqué de suivre l'évolution des choses. Maintenant, tout fonctionne avec le SIG et que bah, des fois, pour rendre des avis, il y a besoin de travailler sur un sujet pour se donner, se faire sa propre idée de la situation. Est-ce que réellement il y a un sujet par rapport à ça, ou est-ce que on va dire, la photographie que j'ai est tronquée et limitée à que quelques personnes? Et s'il y a un réel sujet, bah, comment on peut peut-être le traiter sur le fond? Et j'avais une proposition, mais qui était peut-être un peu farfelue, qui était de se dire, bah, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un cartographe à l'échelle nationale qui soit nommé par je ne sais qui, par l'ANSES, et qui puisse apporter en effet, voilà, dès qu'un hydroagré a nécessité de faire une carte spécifique par rapport à son besoin à lui pour rendre son avis, qu'il puisse s'appuyer sur un cartographe dont c'est le métier, quoi. Alors moi, quand j'ai commencé en 99, j'ai connu des hydrogéologues agréés qui rendaient leur avis sur un beau papier avec une belle plume. Donc évidemment, cela, je peux te dire que déjà à l'époque, il n'était pas question de les faire travailler sur MapInfo. Moi, je pense que c'est pas le rôle de l'hydro-agré. L'hydro, il donne un avis. Il y a un cabinet d'études qui peut éventuellement faire la cartographie. Vous avez un pétitionnaire. C'est pas forcément à l'hydrogéologue agréé de prendre en main des outils nouveaux de cartographie ou de modélisation pour donner un avis, hein. Encore une fois, on lui donne de la matière et c'est à partir de cette matière-là qu'il donne un avis. Il n'a pas à refaire de calcul, il n'a pas à refaire de cartographie, etc. La seule question qui est parfois posée, c'est quand on fait une délimitation de périmètre de protection et qu'on se pose la question du parcellaire qui est impacté, c'est-à-dire de la mise en place et de la désignation des parcelles du périmètre de protection rapproché. Mais là encore, maintenant, toutes les collectivités, elles ont les outils ou les bureaux d'études pour faire ce travail-là. Ouais, Thierry, j'avais une question. Est-ce que les ARS peuvent vraiment se passer d'hydrogéologue? Moi, c'est vraiment une question. Et pourquoi je me la suis posée aussi? Dans l'ordre des autorisations temporaires qui ont été données, tu sais, pour des cas d'urgence, pour des sécheresses. Et en fait, l'ARS m'a clairement dit, en fait, enfin, on fait intervenir l'hydroagré, mais on n'a pas forcément nécessaire besoin de l'hydrogéologue. Alors que dans les solutions d'urgence, il y avait des forages, il y avait des captages de sources, mais elle me dit, bon, je sais pas, on te fait intervenir, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc, est-ce que tu crois réellement que les ARS ont vraiment besoin de nous? Et la deuxième question qui va dans le même sens, comment font nos pays voisins, là, l'Espagne et l'Allemagne? Est-ce que tu as un retour d'expérience là-dessus? Sur le besoin des ARS d'avoir des hydrogéologues agréés, effectivement, la question est posée. Je pense même qu'au ministère, ils doivent réfléchir à se positionner par rapport à ça. Peu importe, hein, s'ils peuvent travailler sans collaborateurs des services publics et puis aboutir au même résultat, pourquoi pas, hein. Et donc, pour répondre à ta deuxième question, comment ça se passe ailleurs?
Donc, alors je ne connais pas le cas de l'Espagne, mais les Pays-Bas et l'Allemagne ont des périmètres de protection un petit peu sur le même genre que les périmètres que l'on a. Alors parfois, c'est des règles de dimensionnement à minima, c'est-à-dire c'est une surface ou une distance au captage à minima, puisque bon, l'hydrogéologie des Pays-Bas est peut-être un peu plus simple que celle de la France. Et en Allemagne, il y a aussi cette notion d'isochrone, hein, puisque ils avaient travaillé avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour certains, la méthode de Reze. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, hein, c'est un Allemand qui avait essayé de proposer un pouvoir épurateur des sols dans la zone non saturée en fonction de la nature de la zone vadose. Donc, ils se posent la même question. Ils ont à peu près les mêmes périmètres de protection que nous. Par contre, ils n'ont pas d'hydrogéologue agréé. Et donc, ce sont des hydrogéologues au sein même des services de l'État allemand ou hollandais qui font ça, en fait. C'est ce que j'ai compris. Ok, merci. Eh ben, je voulais peut-être demander à Thierry de nous faire un tout petit point d'actualité sur l'évolution de la situation avec le ministère enfin, la Direction générale de la santé. Les pauvres, ils sont un petit peu embêtés avec ces changements de gouvernement, ce qui fait qu'ils tardent un petit peu à nous donner des réponses. Bon, lors de notre dernière entrevue, on a changé d'interlocuteur, on a une interlocutrice. Bon, on a senti un petit peu plus d'écoute et c'est pour ça qu'on a proposé de lever la grève pour donner un signe en fait de bonne volonté de la part de la CNHA. Par contre, on leur a bien dit qu'il fallait quand même traiter ce problème de responsabilité de nos avis et de la couverture qu'on pouvait attendre du ministère dans le cadre de l'exercice de notre agrément. Et là, je pense que ça va bloquer. Et on avait dit que voilà, on suspendait le mouvement pour 6 mois, mais que si ils jouaient un peu la montre, parce que c'est ce qu'ils ont fait pendant un an. Pour ne rien vous cacher, on les a sollicités dès 2022, on les a relancés en 2023, et il n'y a qu'au moment où la grève a été lancée qu'on a eu des échanges en visio avec la DGS, hein. Alors je ne sais pas si les courriers se sont perdus, mais en tout cas, il y a qu'avec la grève qu'on a été reçu. Au jour d'aujourd'hui, certains hydros continuent la grève à titre personnel. Moi, j'ai accepté, enfin, j'ai suivi un petit peu ce que disait la CNHA, c'est-à-dire que je reprends mes avis, mais voilà, la question se pose dans les mois à venir. Si on n'a pas de réponse de la DGS sur cette problématique de couverture juridique, J'en étais resté au fait que la CNHA a fait une consultation des hydrogéologues agréés pour savoir s'ils souhaitaient ou pas reprendre le travail, entre guillemets, leur mission, mais qu'il n'y a pas encore eu une communication de la CNHA disant ben, il y a X% des hydrogéologues agréés qui souhaitent reprendre, et donc on propose à tous, enfin, à tous ceux qui le souhaitent de cesser le mouvement et puis de refaire un point dans 6 mois. Je suppose oui, que tu as raison. C'est plutôt en fait, les coordonnateurs ont été sollicités. Il y a eu un retour par le forum d'un certain nombre de confrères et de consoeurs qui disaient, bon ben voilà, moi j'ai questionné les hydrogéologues agréés. La plupart sont pour la reprise en fait des avis, hein. Donc c'est pour ça que je me permets de spoiler un petit peu le mot d'ordre de la CNHA, mais l'idée c'est ça, la philosophie, c'est de dire bon ben voilà, on montre notre bonne volonté au ministère en reprenant les avis, mais continuer à travailler sur nos agréments pour que on puisse une bonne fois pour toutes percer l'abcès, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, les problèmes de 2023 sont ceux de 2003 qui n'ont pas été résolus. C'est exactement les mêmes sujets. En fait, le coût de la vacation, c'est presque annexe, parce que c'est le plus facile à régler, ça. Moi, je suis pas hydroagré, hein, je suis hydrogéologue, mais en collectivité, dans un syndicat départemental qui met en place les périmètres de protection autour des captages et donc qui sollicite des hydroagrés. Et c'était pour rebondir sur la question de Ludovic, sur tout ce qui est SIG et donner un avis sur un projet porté par la collectivité. Je voulais savoir, en tant qu'hydroagré, ce que vous pensiez du fait qu'une collectivité puisse porter un projet, quitte à proposer à l'hydroagré des périmètres de protection. Ce qui peut régler aussi le problème du SIG, on le fait faire en interne chez nous
ou par des bureaux d'études. Et l'hydroagré, derrière, rend un avis sur un projet de protection porté par la collectivité. Sachant que derrière, c'est aussi elle qui indemnise les exploitants en général, donc touchés par les périmètres de protection. Et est-ce que voilà, c'est pas aussi à la collectivité de fixer le niveau d'ambition? Alors dans un certain cadre, et c'est là aussi où l'hydroagré doit dire est-ce qu'on sort du cadre ou pas? Effectivement, ce sujet-là, c'était moi quand j'ai commencé à travailler dans les cahiers des charges des bureaux d'études, il devait y avoir une proposition de périmètre de protection. Donc effectivement, à la fin de son rapport, le bureau d'études proposait des périmètres de protection. Et l'hydrogéologue agréé suivait ou ne suivait pas. Ensuite, effectivement, ça a été éliminé des cahiers des charges parce que c'est vraiment la mission, c'est le cœur de la mission de l'hydrogéologue agréé. Par contre, il doit s'appuyer sur des éléments de calcul que sont la zone d'appel, un isochrone, des résultats de traçage, qui, eux, doivent figurer dans l'étude préalable à son avis. Donc, je pense que enfin, ça s'est fait par le passé, donc c'est encore envisageable hein, de mâcher le travail en quelque sorte à l'hydrogéologue agréé, mais au final, il y a que lui en fait qui donnera sur la délimitation en fait l'avis qui fera foi. Et ensuite, le deuxième sujet, c'est le niveau d'ambition. Alors là aussi, hein, faut bien voir que un certain nombre de confrères et de consoeurs, je pense notamment à une consoeur qui s'était battue justement pour essayer de travailler sur les pollutions diffuses dans les périmètres de protection, eh bien ces avis-là ont été purement et simplement battus en brèche, notamment par la profession agricole. Hein. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu un recentrage de nos avis, notamment dans le guide du ministère de la Santé, sur les pollutions ponctuelles et accidentelles et bactériologiques, évidemment, de nos avis. Et alors, c'est un petit peu le constat que je faisais, hein, c'est qu'effectivement, des captages qui subissent des pollutions ponctuelles, bon, il y en a encore, mais c'est quand même pas la majorité. Par contre, des captages qui sont impactés par des pollutions diffuses, là, il y en a pléthore.